Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour Franco Raptor sur Choc FM. C'est l'épisode 10 aujourd'hui, toujours avec le seul et unique Patrick Bizindabi. Voilà, on ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne et en parlant d'équipe qui gagne, bien sûr nous allons parler des Raptors qui ont gagné 2 matchs cette semaine. C'est la première fois qu'on va parler de 2 victoires. Deux victoires, oui. Mais avant, petite annonce à vous faire, un petit changement dans la formule de l'émission. On aime vraiment beaucoup Impact Basket et on s'est dit que ça valait le coup que ce soit une émission en soi. Donc Impact Basket va maintenant se produire pendant la semaine et nous on aura plus de temps pour parler que des Raptors, dans Franco Raptors. Ouais. Ça tombe bien, c'est un peu le nom de l'émission. Donc aujourd'hui au sommaire, juste avant de parler du sommaire, on n'a pas encore défini le jour, mais ce sera un jour dans la semaine. Et on vous invite à nous suivre sur tous nos réseaux, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok. On vous fera l'annonce de l'heure et du jour. Parce qu'on aura une place sur les ondes de Choc FM. C'est ça qu'il faut le dire. C'est ce qui était voulu en discussion avec la direction. Vraiment, c'est que ça reste sur les ondes et que ce soit pas. Au début, notre idée, c'était peut-être juste de le mettre en ligne, mais vraiment, Choc FM a voulu que Impact Basket soit une émission qui passe sur les ondes. Donc voilà. Et ça sera les deux, donc sur les ondes et puis sur YouTube aussi. Comme d'habitude, en replay, en vidéo et sur toutes les plateformes. On le rappelle aussi, hein, le podcast Franco Raptors à retrouver sur toutes les plateformes. Allez, c'était une longue introduction. On va passer direct au vif du sujet. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à parler, du coup, puisque on va parler que des Raptors. Et on va d'abord revenir sur la semaine qu'ont connue les Raptors. On fera un petit débat ensuite. J'ai été interrogé déjà sur une radio locale d'Ottawa où je passe, qui s'appelle Unique FM. C'est l'équivalent de Choc FM. Mais les Raptors sont-ils trop forts pour tanker ? On va en discuter un petit peu. Et on va parler du rôle très important de Jakob Poeltl. Ensuite, on parlera du match de demain, ou plutôt d'aujourd'hui, puisque à l'heure où vous écoutez cette émission, ce samedi, les Raptors jouent contre Dallas. Et pour terminer cette première partie d'émission, on parlera un petit peu de WNBA avec le nom de la nouvelle équipe de Toronto qui a été dévoilée et qui fait énormément parler. Donc nous aussi, on doit en parler. Et en deuxième partie, on aura un invité exceptionnel. C'est Manu qui travaille pour le média qui s'appelle Envergure. C'est un média français qui est spécialisé dans les prospects. En français, les prospects, c'est quoi ? C'est les jeunes joueurs à potentiel qui ne sont pas encore NBA, qui sont à la fac, même Envergure, ils vont jusqu'à avant, au lycée et dans les ligues moins de 16, moins de 17, moins de 18 françaises. Donc, ils sont spécialistes là-dedans. Et du coup, on va faire le point avec Manu un peu sur ce qu'il a vu de nos rookies, de nos joueurs de première année. Il était avec nous cette semaine. Il était avec nous cette semaine. Scotiabank Arena. Et également, il nous parlera de Grady Dick, puisque ça reste un joueur qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Et ensuite, puisque c'est d'actualité du côté des Raptors qui vise malgré tout un tour de repêchage assez haut lors de la prochaine draft, il va nous faire, à l'heure d'aujourd'hui pour lui, quel est son top 5 de la prochaine draft. Quel joueur on pourrait imaginer pour les Raptors s'ils arrivent à obtenir un top 5. On le rappellera plus tard si on se rend compte que les Raptors gagnent un peu trop pour faire le top 10, top 15. Mais pour l'instant, on va rester dans l'objectif de Toronto qui est d'avoir un top 5. Eh bien, on va lancer l'émission avec l'actu des Raptors. L'actu des Raptors, c'est parti. Eh bien, l'actu des Raptors, c'est, je le disais en ouverture, 2 victoires et 1 défaite lors des 3 matchs disputés à domicile. Ça a commencé contre Miami avec une revanche 119-116, puisque les Raptors avaient perdu 2 jours avant du côté de Miami. Ensuite, le deuxième passage de Pascal Siakam à Toronto avec Indiana, qui s'est transformé en une deuxième défaite pour Pascal Siakam, qui a été dominé par Scottie Barnes. On va y revenir, il y a eu cette image mémorable de Scottie Barnes qui marque et qui flex sur Pascal. Victoire 122-112, et puis un peu un retour à la réalité hier contre Oklahoma City, 129-92. Il n'y a pas eu de match. Les Raptors ont un bilan de 7 victoires pour 16 défaites. Ils sont 12e à l'Est et ils sont à 2 matchs de la 10e place d'Indiana et à 3 matchs de la 8e place. La question, les Raptors ont commencé à démarrer une bonne dynamique. Est-ce que les Raptors sont trop forts pour tanker, Patrick ? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que depuis le début de la saison, ils n'ont jamais joué au complet. Donc, et ça, c'est un défi, mais
on voit déjà le retour de Scottie Barnes dans l'effectif. Qu'est-ce que ça fait? Ensuite, on voit l'absence de Yak. Qu'est-ce que ça fait? Donc, on se dit, si on a l'équipe au complet, et puis, bien sûr, Quickly, s'il revient, et ce sera une équipe forte, surtout à l'Est, parce que l'Est, c'est vraiment ouvert. À part Cleveland, Boston, un peu New York, le reste, c'est ouvert. On peut aller jusqu'à avoir une chance en play-in, mais c'est fragile comme ce qu'on a. Il suffit qu'un des 3 meilleurs joueurs des Raptors soit absent et que là, ça redevient... je ne veux pas dire normal, mais on recommence à perdre. Et donc, Scottie Barnes qui est retourné, depuis qu'il est retourné, il fait des chiffres extraordinaires. L'équipe progresse en défense, l'attaque, ça marche très bien. Yak, quand il est là, on voit que ça tourne très bien. Et puis, les robots offensifs, ça tourne bien. Bon, donc, je me dis que s'ils sont au complet, là, ils peuvent aller donc avoir une place en play-in. Pourquoi pas en play-off? Parce que à l'Est, c'est vraiment ouvert. Donc, pour moi, oui. Mais on a vu contre Oklahoma qu'il suffit que Yak ne soit pas là, qu'on retourne aux habitudes de perdre le match. Donc, on a intérêt à ce que tout le monde ne soit pas là si on veut, si on veut tanker. Et Ouais. c'est ce que j'allais dire. En fait, moi, c'est ce que je dis toujours quand on me pose ce genre de questions sur une équipe qui tank. Ce qu'il faut rappeler malgré tout, c'est jamais des joueurs et un entraîneur qui décident de tanker. C'est un front office, C'est une le management, direction ouais. qui va décider de faire en sorte que l'équipe ne soit pas assez compétitive. Donc pour l'instant, les Raptors, si l'objectif, comme on a un peu entendu en coulisses du front office, c'est d'aller chercher un top 5 à la prochaine draft et de ne pas gagner trop de matchs, tout en quand même permettant à l'équipe de se développer, si le front office décide ça et que le front office voit que ça gagne trop, le front office va faire en sorte que l'équipe ne soit pas assez compétitive. On a vu par exemple, il y a des rumeurs comme quoi Kelly Olynyk ne joue pas pour l'instant. Ça, c'est un exemple type d'un joueur qui serait une excellente rotation derrière Jakob Poeltl et qui n'est pas là. Du coup, on donne quoi à disposition de Darko Rajakovic? Ouais, Bruno ça, Fernando et ouais. des rookies. Mhm. Donc forcément, tu te mets déjà un frein à gagner plus de matchs. Ensuite, comme tu l'as dit, on voit que s'il manque un joueur majeur, justement du fait qu'il y a certains joueurs qui ne sont pas disponibles en plus, eh bien tout de suite l'équipe est beaucoup moins forte. Donc le front office peut jouer avec ça. On ne va pas aller dans des présomptions, mais en tout cas, on le sait, on l'a vu l'année dernière. Oh, tu as un peu mal au dos, on ne va pas prendre de risques. Ça va être le mot. L'équipe ne veut pas prendre de risques. Grady Dick, un peu blessé au mollet, il commençait à être très très bon. On ne va pas prendre de risques. On ne veut pas aggraver la blessure. On va prendre le temps pour qu'il revienne. On le voit avec Bruce Brown. Bruce Brown a fait l'interview. Généralement, quand le joueur est interviewé, ça veut dire qu'il va revenir. Finalement, pendant le road trip, ils ont dit reconditionnement. Ouais, On ne va pas prendre de risques avec son genou. Donc, en fait, c'est pas les joueurs ni le coach qui en soi veulent tanker. Eux, ce qu'ils veulent, c'est se développer. Mais c'est ce qui est mis à disposition du coach pour être performant. Et on le voit comme certains matchs, comme contre OKC, si t'es pas au complet, s'il te manque un joueur, en fait, tu ne peux pas du tout être compétitif contre cette équipe-là. On peut parler de ce match-là. J'ai un peu sauté les 2 autres matchs, mais parlons quand même de ce match contre OKC, parce que c'est très intéressant. C'est une question que tu as posée à Ludor, et après, on va l'écouter. En fait, OKC, c'est un peu un modèle sur lequel les Raptors peuvent s'appuyer. Et effectivement, il y a quelques années, OKC, c'était juste des jeunes. C'était une équipe en développement, donc qui perdait beaucoup. Et puis avec le temps, et donc avec de bons repêchages et puis un bon trade pour avoir Shea dans son effectif. Et là, ils sont au sommet de la NBA carrément parce qu'ils sont premiers à l'Ouest. Et l'Ouest, c'est la conférence la plus forte. Donc moi, je pense que c'est un modèle à suivre. Et puis Sam Presti, c'est pour le moment, à mon avis, c'est le meilleur, un des meilleurs manager de la NBA parce que il a drafté les meilleurs joueurs de la NBA de la décennie, Kevin Durant, James Harden, il a drafté Ibaka et tout ce monde-là, et puis il reconstruit l'équipe pour avoir des jeunes, et puis maintenant ils sont au sommet de la conférence Ouest. Mais c'est vrai que l'objectif c'est plutôt le développement parce que on donne la chance aux jeunes de pouvoir jouer. Et donc, avec les absences de Yak, de Grady et d'autres, on a la chance d'avoir plusieurs joueurs qui vont jouer à des minutes significatives.
hier, contre OKC, c'était la même chose. Il y a des joueurs qui ont joué le matin au Nano 5 et puis qui sont revenus l'après-midi pour jouer dans les Raptors. Donc, ils veulent vraiment donner du temps de jeu aux jeunes pour pouvoir se développer. Et le jour où on va avoir tout ce bon monde-là, je pense qu'ils seront assez développés pour pouvoir faire la compétition. L'autre chose que je vois souvent, lorsqu'on est assis au 116, on a le moniteur. Parfois, à la mi-temps, troisième quart-temps, Darko a fait jouer presque toute son équipe. Ils sont entrés en jeu, mais l'équipe adverse, ils ont seulement un, deux, maximum trois remplaçants qui ont joué. Donc Darko donne des minutes à ces jeunes pour pouvoir jouer. Et ça, c'est la meilleure façon de développer parce qu'on peut s'entraîner autant qu'on veut. Mais si on ne joue pas de match, le développement ne sera pas visible. Donc oui, il y a un développement, mais si on a tout l'effectif, je pense que ils vont gagner plusieurs matchs. Oui, c'est ça. On voit même, par exemple, avec le retour de Scully, qui joue plutôt meneur de jeu dans le 5 de départ, où il n'y a pas de vrai meneur, on voit que Davion Mitchell est le remplaçant du meneur, mais Jamal Shead continue à avoir des minutes. Oui. Alors que dans une équipe qui vraiment vise la victoire, dans des équipes qui visent les playoffs, tu vois que les rookies n'ont rarement du temps de jeu. Et on aurait Davion Mitchell qui prendrait toutes les minutes. Ouais. Jamal Shead ne jouerait quasiment pas. Et je pense que c'est un peu pareil sur d'autres postes. Jacoby Walter, on va voir avec le retour de Bruce Brown. Mais tu vois, c'est un peu le même profil. Mais j'imagine qu'on va continuer à avoir Jacoby Walter avec des minutes. Donc voilà, c'est développement qui est un peu synonyme d'un côté de tank, mais on sait que ça a été annoncé dès le début. Et Jakob Holton ne s'était même pas caché là-dessus. On en avait très bien parlé lors du début de la saison. Dès le Media Day, il avait dit cette année, la réussite de notre saison, ça ne sera pas forcément dans le bilan, en fait. C'est ça, c'est ça. Et c'est vraiment ça qu'on voit. Et puis, on en a déjà parlé maintes et maintes fois, mais ce qui est vraiment positif, c'est qu'on voit que déjà, avec cet effectif-là, les Raptors sont dans les matchs. Ouais. C'est pas Sauf hier contre OKC. Sauf hier contre OKC, mais c'était beaucoup trop fort. Mais c'est pas, par exemple, ce qu'on voit du côté de Washington, où l'équipe vraiment perd. J'ai entendu des stats, mais ils n'ont pas perdu un match en dessous de 12 points d'écart. Oh, wow. Donc là, comment tu veux espérer progresser, en fait? Bah, au moins, ils partent de plus bas, ils vont voir des progrès. S'ils perdent plus que de 6, du coup, ça sera positif pour eux. Mais je trouve que les Raptors sont quand même en avance. Mais en même temps aussi, par rapport au recrutement qui a été fait l'année dernière, ils n'ont pas pris que des joueurs de première année. Ils ont pris quand même des jeunes, mais qui ont déjà une expérience. Une expérience pour coller un peu avec Scully, qui est quand même dans sa 4e année, c'est-à-dire Quickly, c'est-à-dire Barrett. Donc, je pense qu'ils sont un petit peu plus avancés. Mais l'objectif, quand même, c'est ce qu'on nous dit vraiment en coulisses, c'est que c'est aller chercher une deuxième star du profil, en tout cas pas du profil, mais dans la veine de Scottie Barnes, vraiment pour qu'il y ait ce duo-là, pour être accompagné ensuite par tous les autres joueurs qui sont à côté. Parlons un petit peu du rôle indispensable de Jakob Poeltl. Je vais te donner quelques chiffres qui sont extrêmement parlants et qui expliquent la large défaite d'hier. Je ne dis pas qu'ils auraient gagné avec Poeltl, mais en tout cas, je pense qu'il y aurait eu plus match malgré tout. Les Raptors, avec Jakob Poeltl, ont un rating offensif de 113.8. Quand il n'est pas sur le terrain, ils perdent 10 points, 103.9. C'est assez fou. Il est très impliqué dans l'équipe puisqu'il est le 3e joueur avec le plus de ballons qu'il touche. Il a 62,6 touches par match. C'est un record en carrière pour lui qui était vraiment utilisé habituellement comme un role player, pas très impliqué dans l'équipe. Habituellement, vraiment, il prenait des rebonds, il défendait, et puis il était servi pour finir des pick and roll, et puis basta, souvent c'était ça. Même si à San Antonio, je sais que c'est là-bas où il a commencé à développer ce jeu en tête de raquette, parce que Darko Rajakovic a quand même un jeu similaire aux Spurs. Les Spurs aussi sont l'une des équipes qui font le plus de passes décisives. Je crois qu'ils étaient numéro 1 même à un moment, à vérifier. Et puis surtout, ce qui est exceptionnel avec lui, c'est qu'il est premier au rebond offensif, il est 2e en screen assist. Dans toute la ligue. Des stats qui ne sont pas trop relevés. Le screen assist qui est important, c'est ce qui fait toute la magie de Rudy Gobert par exemple, parce que beaucoup de gens le critiquent sur sa finition au cercle, mais il apporte énormément de points grâce au screen assist. Et 5e au rebond, 5e dans les points dans la raquette, et 7e en termes de réussite, le field goal de manière générale. Parlons un peu d'Yak, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé cette saison. Est-ce que tu t'attendais à un tel impact? Et puis, quelle a été un peu la clé pour lui d'avoir cet impact? Qu'est-ce qui a fait qu'il a cet impact? Je pense que
il ne joue pas le poste de meneur, mais d'une certaine manière, il est le meneur. Parce que l'attaque des Raptors passe par Yak en tête de raquette. C'est une attaque, l'attaque de Darko, c'est un bon mouvement de joueur, mais un bon mouvement de ballon qui passe nécessairement par Yak. Et là, on l'a vu au match contre OKC, c'est rare que quand Yak est sur le terrain, qu'on fasse 3 voyages de suite sans marquer. Et donc, contre OKC, il partait, il revenait, il partait, il revenait, et OKC n'était même pas en danger, mais chaque fois que Yak a le ballon, il y a des cuts, soit de RJ, soit de Chris Boucher, et qui reçoivent le ballon au bon moment, au bon endroit. Et c'est un joueur, je pense, très intelligent. Très intelligent, tu te places bien, il va te trouver. Et puis, si tu rates, il va faire le robot offensif. Donc, c'est vraiment un joueur indispensable dans le système de Darko, qui fait que lorsqu'il n'est pas là, on le voit. Et puis il a une façon de marquer dans la raquette, c'est le floater même les joueurs du banc s'attendent à ce qu'il marque. Chaque fois qu'il marque, il se met debout et puis ils vont faire le geste. Donc c'est quelqu'un qui est très adroit offensivement et en défense, il prend des rebonds. C'est un bon joueur défensif parce qu'il est bien placé. Mais hier, on discutait, il est un peu fin. C'est pas quelqu'un qui va être comme Shaquille O'Neal, qui va être bully. Mais sa présence est vraiment essentielle pour les Raptors. S'ils veulent perdre, il faut pas qu'ils jouent. C'est aussi simple que ça. Pour résumer l'impact de Jakob Poeltl, c'est clair et net. Et ouais, il est très très intelligent. Il n'a pas beaucoup de passes décisives parce que souvent il fait l'avant-dernière passe. En fait, il y a des cuts. Les Raptors compensent son absence de tir en l'utilisant très bien en tête de raquette, ce qui crée énormément d'espace en fait. C'est vrai qu'on a tendance à croire que spacing égale tir à 3 points, mais pas forcément. Pas nécessairement. Ça aide beaucoup quand même parce que si tu mets 3 joueurs qui sont incapables de tirer, t'as beau mettre Yak en tête de raquette, ils vont pas tous aller sous le cercle et on va pas les trouver. Mais c'est vrai que Darko a réussi à compenser vraiment cette absence de tir de la part de Yak par cette utilisation en tête de raquette. Je trouve en plus que sur les derniers matchs, ça commence à être mieux avec Scottie, parce qu'on se rappelle au retour de Scottie, on avait quand même noté que Yak n'était plus du tout impliqué dans l'attaque, en tout cas beaucoup moins. Les 2 premiers matchs. Voilà, exactement. Ouais. Et là, spécialement contre le Heat qui a pas mal fait de zone, on a plutôt pas mal utilisé Yak et aussi Mobo qui a été intéressant sur la zone. Il a fait 6 passes décisives, mais ça c'est un autre débat, on le remet à plus tard. Mais oui, c'est vrai qu'il est très bien utilisé. Mais par contre, moi je pense qu'il le sépare des meilleurs, et tu l'as dit, ce qui fait qu'il sera peut-être jamais vu comme le joueur si important qu'il est. C'est que parfois il manque de dureté, que ce soit en attaque. Même on se rappelle Darko Rakovic dernièrement a dit qu'il demande à Yak de dunker. Ouais, c'est ça. Parce que même des fois il part seul, il va y avoir un défenseur face à lui. Il rate. Et il va essayer de le mettre en finesse. Ouais. Mais malgré tout, il a des qualités athlétiques. Yak, il est pas, c'est pas le pivot gros pâteau il a quand même des qualités. On le voit déjà, il est rapide pour sa taille. Quand il part en contre-attaque, il est rarement il est dernier parce que les autres sont plus rapides, mais il n'arrive pas 3 quarts d'heure après le temps de mettre en place l'attaque. Et il a certaines qualités athlétiques quand même, mais c'est vrai qu'il a du mal à avoir de la dureté, même défensivement. Il va faire des contres, il va être bien placé, mais tu vois, dans un profil un peu similaire, Marc Gasol, il avait cette dureté. Ah bah oui, quand il te prenait, j'ai revu dernièrement des images de la série contre les Sixers. Marc Gasol, je trouve qu'il était moins athlétique que Jakob Poeltl. Ouais. Mais il pouvait shooter de l'extérieur, il pouvait marquer les 3 points, mais sa défense contre Embiid, par exemple, qui fait tout un match à 0 points. Il était dur. Il était vraiment dur. Il était dur, mais même en attaque, quand il prend sa position et qu'il veut aller au cercle, il fait comprendre aux défenseurs qu'il est là. Alors que Poeltl a plus... il est dans l'évitement, en fait. C'est ça. Il n'est pas dans le contact, il est plutôt dans l'évitement. Et des fois, ça peut lui causer des ratés. Bon, il a quand même un excellent pourcentage, mais tu te dis que s'il veut passer encore un step supplémentaire, mais après, des fois, c'est des joueurs, c'est dans leur nature, c'est compliqué. Ça. Ouais. Mais s'il veut passer un step supplémentaire et peut-être imaginer être All-Star, mais ça serait compliqué quand même, surtout avec les résultats des Raptors. Mais pourquoi pas dans une autre équipe, je sais pas. Ça va être une des questions. Est-ce qu'il sera toujours là à la deadline ? Alors là, s'il est transféré, là, c'est sûr que les Raptors actent le tank. Ouais. S'il est absent carrément, là, c'est fini. Clairement. Donc voilà, je voulais faire cette petite partie sur Jakob Poeltl parce qu'il mérite plus, je pense, qu'on parle de lui, parce qu'il fait vraiment une excellente saison. Et vraiment hier, l'écart
dans la mise en place du jeu, dans l'impact défensif, quand il est là, quand il n'est pas là, c'était flagrant contre Ouais. Casey. Il n'y a vraiment pas eu de match en fait. Non, c'était fini dès le premier quart-temps, c'était déjà fini. Ils étaient vraiment devant. Et puis, des fois, tu sais, à la NBA, 20 points d'écart, c'est pas beaucoup. Parce que c'est une ligue maintenant qui favorise les 3 points. 20 points d'écart, un match normal. Mais hier, on voyait que 20 points, c'était déjà fini parce que l'attaque des Raptors, c'était pas fluide. Il manquait des tirs. Et puis, ce mouvement qui n'était pas là à cause justement de l'absence de Yak. Donc, c'était fini. En ce moment, j'avais même éteint mon ordinateur. J'avais déjà fini mon article parce que je savais qu'il n'y avait pas moyen qu'on puisse revenir. On va écouter Lou Dort à la fin du match d'hier. J'ai oublié de. Tout à l'heure, on a parlé les Raptors qui peuvent prendre en exemple cette équipe d'OKC. On va l'écouter. Et moi, je lui ai demandé aussi quelles étaient un peu les clés de la défense sur Sur RJ RJ, Barrett. Et ouais. on avait notre collègue Maxime du Québec qui lui a posé une question sur l'état d'esprit d'Oklahoma City qui maintenant est vu comme un favori, mais qui veut vraiment se concentrer sur le processus pour arriver jusqu'au playoff et pas se dire on est déjà arrivé. C'est vraiment la mentalité d'OKC de prendre les matchs après les matchs, les uns après les autres. Donc on va écouter Lou. Lorsque vous êtes toujours en bas, que peut-être Toronto peut apprendre pour aller dans la même direction. Ouais, de vraiment garder la tête haute. C'est sûr que c'est pas facile d'aller dans des matchs puis perdre par comme 20 ou par 30. C'est sûr que ça fait mal, mais de garder la tête haute puis de savoir que c'est un process, ça va prendre du temps où il faut toujours s'améliorer. Puis moi, mon expérience à moi, non, c'était pas facile, on a perdu beaucoup de matchs, mais à la fin de la journée, j'ai été capable de voir le développement puis la vision que l'équipe, que l'organisation avait, puis on a été capable de se rendre où on est aujourd'hui. Puis, mais je leur ai dit juste de garder la tête haute puis d'apprendre toutes les leçons qu'ils peuvent. Lou, maintenant toute la ligue sait que vous êtes dans les favoris, toutes les foules le savent. Vous rentrez un peu dans ce qu'on appelle dans le baseball les dog days of summer, ça pourrait être les dog days of winter au basketball, mais comment tu fais pour garder ton focus sur l'objectif sur le reste de la saison? C'est bon qu'on est rendu dans cette position-là aujourd'hui. C'est sûr que c'est une longue saison, il y a plusieurs matchs encore à jouer, puis comme je dis, on ne peut pas seulement penser au but final, il faut penser au procès, puis il y en a plusieurs matchs encore qui sont devant nous, mais ça fait du bien d'être dans une position comme ça. C'est sûr qu'il y a quelques années, on n'était pas dans cette position-là, on n'était pas, mais le fait qu'aujourd'hui on est là, faut toujours avoir faim, il faut toujours attaquer les matchs de la même façon, puis à la fin de la saison, on va voir où on va finir. Allô, je continue en français. Ta défense sur RJ Barrett a été excellente, bon, comme souvent sur le meilleur attaquant adverse. Quelle était un peu la clé face à lui? Et est-ce que le fait d'avoir eu des entraînements avec lui pendant tout l'été, ça t'a donné un avantage, je pense? C'est sûr. RJ, c'est comme un frère pour moi. Je joue contre RJ depuis que j'ai 14 ans, ça fait vraiment longtemps. Puis, tout le monde sait comment RJ joue. C'est un gars qui aime vraiment s'attaquer, puis surtout attaquer à gauche. Alors, la seule chose que je voulais faire, c'est jouer fort puis l'empêcher d'aller à gauche. Mais à la fin de la journée, c'était pas juste moi, c'était toute l'équipe au complet. On switchait, puis tout le monde était prêt à chaque fois qu'il y avait le ballon. C'était un effort de toute l'équipe. Voilà, c'était Lou Dort pour conclure cette partie sur le retour sur les matchs, sur Jakob Poeltl. Maintenant, on va aborder la rencontre de ce samedi, puisqu'on a enfin la chance, dans notre enregistrement, d'avoir eu un match la veille, pas de match le vendredi et un match le samedi. Les Raptors qui vont accueillir les Dallas Mavericks cette semaine. Ensuite, ce sera New York lundi et un déplacement à Miami jeudi. Pour la belle, puisque Miami avait gagné le premier, Toronto a gagné le deuxième. On se retrouve pour la grande finale pendant que c'est la Cup et qu'il n'y a pas de phase finale de la Cup. Donc on serait notre petite coupe contre Miami, histoire de savoir laquelle des deux sera vainqueur. Je crois qu'il y aura un quatrième match du coup aussi, mais ça sera plus loin dans la saison. Mais ce match contre Dallas, pour toi, quelle sera la clé? La présence de Jakob? La présence de Yak, si Yak n'est pas là, ça va être difficile parce que Dallas a quand même des joueurs de grande taille et puis leur système de jeu, c'est des lobes. Si c'est pas Luka ou bien Kyrie qui fait ses merveilles avec la balle, leur attaque, c'est vraiment de regarder en haut et puis ils lancent la balle. Donc, s'il n'y a pas de joueurs de grande taille pour contrer ces gens-là, ça va être très, très difficile. Donc, s'ils veulent approcher avec une très grande compétition, il faut que Yak soit là. Donc,
on croise les doigts qu'il est guéri de sa maladie. On n'a pas, les Raptors n'ont pas donc dit ce qu'il souffrait, mais sans Yak, ça va être vraiment difficile parce que c'est une équipe de grande taille, il joue très bien. Et puis, bon, bien qu'il ne joue pas aussi mieux que l'année passée, mais quand même, c'est une équipe, les équipes de la conférence Ouest, ce sont des équipes très fortes. Donc, on espère que Yak sera de retour ce samedi. Ouais, au moins pour avoir un match compétitif, je pense que ça va être très difficile. Mais moi, c'est intéressant de voir encore défensivement comment Davion Mitchell peut se débrouiller face à Kyrie, comment Ochai va certainement défendre sur Doncic. Est-ce que c'est Scully qui va prendre cette mission? Parce qu'on sait qu'il veut aussi, cette année, il est un peu diversifié en défense. Parfois, il joue ce rôle de joueur qui roam, qui contre en deuxième rideau, mais il aime aussi parfois prendre le meilleur joueur adverse, défendre sur lui. Ça va être intéressant, mais encore une fois, l'objectif sur ce match-là, pour moi, c'est pas forcément la victoire, mais ce sera de voir comment se comporte un peu tout le monde. Est-ce que Ochai Agbaji continue à être ce sniper dans les coins inattendu, mais que tu avais annoncé, C'est la ça. grande surprise de l'année. Est-ce que Grady va confirmer parce qu'il nous a fait un beau retour contre Ouais. OKC? C'était peut-être l'un des seuls qui était vraiment à son niveau. Parce que Scotty Peut-être peut-être un retour en forme de RJ parce que match contre OKC, RJ Ouais, bah, Lou Dort l'a mis Dort dans la torte, l'a fermé là. la torture, la Dort Chamber, je sais plus comment ils appellent ça, mais c'était d'une violence. Ouais. Mais que chacun déjà rebondisse après ce match d'OKC, ça serait bien, parce que les Raptors nous ont habitués à avoir des matchs serrés, même contre les grosses équipes. Bon, on a vu que OKC c'était au-dessus. Pour moi, c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné de toute la saison face aux Raptors jusqu'à présent. Ouais, il n'y avait pas vraiment Il de. n'y a pas photo. Ah, leur défense, c'est fou. Ah, tu entres dans la raquette, tu ne sors pas. Tu rentres, mais le ballon ne rentre Ouais, pas. c'est ça. C'était fou. Ben voilà, pour ce match contre Dallas, on va terminer par un petit mot de WNBA. Patrick, qu'est-ce que tu penses Ben oui, le Toronto Tempo. tempo. Et puis c'était la panique générale cette semaine quand donc le logo et le nom ont filtré. Sur le site de la WNBA, c'est ils ça. ils ont mis la rubrique Toronto Tempo avant qu'ils fassent l'annonce. Avant qu'ils fassent l'annonce, et donc ils ont dû précipiter l'annonce. 7 heures du matin. C'est ça, ils ont donc officiellement, on a une équipe qui s'appelle Toronto Tempo qui sera en compétition à partir de 2026 et un logo qui ressemble à plusieurs logos à la fois. OHL et les Pacers. Pacers. Certains disent New Balance un petit peu Oui, aussi. c'est ça. Donc ils ont été obligés de vraiment d'annoncer le plus vite possible. Et puis mais bon, en tout cas, ils avaient dit qu'il y avait une compétition des fans qui vont décider sur le branding, sur le nom, sur le logo. Finalement, Ils ont fait ça dans leur coin. oui, c'est ça. C'est ça. Donc, on va pouvoir s'habituer au nom et au logo, mais c'est ça. Patrick, tu restes très canadien, tu donnes pas un avis tranché. Moi, je vais le faire en tant que bon français. T'étais vraiment déçu, j'ai vu. Je m'en suis pas remis de toute la journée. Et on a un groupe de fans des Raptors francophones. Et là, toute l'année, ça disait mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont annoncé que ça devait avoir un rapport avec le Canada et Toronto. On en discutait avec Manu qui va intervenir juste après. Tempo, c'est pour la Nouvelle-Orléans, c'est pour Nashville, c'est pour Détroit, à la limite, tu vois, des villes de musique. Mais bon, Toronto, à part Drake et The Weeknd, c'est quoi le rapport avec la musique à Toronto? Mais bon, après, ils ont donné une explication qui est ce qu'elle est. Moi, je la comprends pas vraiment. Le tempo de la ville. Oui, ok, mais dans toutes les villes, il y a un tempo. Donc, c'est le tempo du basket. Tu peux jouer rapidement, tu peux jouer lent. Oui, d'accord, mais est-ce que c'est une identité propre à Toronto et au Canada? Je trouve pas. Les couleurs. Moi, je suis originaire, pour ceux qui connaîtront, de la ville de Bourgoin-Jallieu, qui a une équipe de rugby qui joue en ciel et grenat. Donc voilà, c'est les couleurs, mais ça me rappelle pas vraiment le Canada et Toronto, ou ça peut faire penser pour les fans de foot à West Ham ou Aston Villa, mais c'est pas vraiment en rapport avec Toronto non plus. Donc je comprends pas. Et puis le logo, je trouve qu'il est pas du tout dans l'air du temps. Il est bâclé. Ils ont fait un T dans un espèce de ballon. Le ballon du milieu, il est ovale même. C'est pour ça va bien avec l'équipe de rugby de ma région. Et ils ont fait des lignes. Des lignes qui sont épaisses et après qui sont fines. Et c'est le changement de tempo. Je suis pas convaincu. J'imagine qu'ils payent des gens très cher pour faire ce genre de choses. Qui pourront pas revenir en arrière parce qu'ils peuvent pas faire ça une deuxième fois. non. Malgré le tollé que ça a fait quand même sur les réseaux sociaux. T'as quand même beaucoup de gens qui ont
qui ont fait part de leur mécontentement. Tu as des journalistes qui sont restés comme toi parce que Très je pense qu'il faut poli. se placer auprès de Teresa Welch. Donc, je pense à Kayla Gray qui est restée très polite, on va dire. Mais ouais, non, je suis pas convaincu. Mais bon, on va s'y faire. Hein. Bah oui. Après, ça sonne bien, Toronto Tempo. D'abouti. Pour les commentateurs et tout, Ouais. ça sonnera bien. Mais je suis pas convaincu de l'identité, en fait. C'est surtout ça. Espérons qu'ils vont faire mieux dans le recrutement des joueuses qui vont faire partie de l'équipe. Ramenez-nous Laetitia Amir et Silas Ward, qu'on est des francophones, Canadiennes, franco-ontariennes même. Et puis en plus, Silas Ward, elle a que 18 ans, apparemment, elle cartonne en NCAA et c'est vraiment une future grande de ce sport du côté féminin, donc on espère. On espère. Bon, sur ce, on va aller en pause. Ouais. On a bien discuté. Hein. Ouais. C'est vrai que ça change par rapport au format précédent. C'est parce ça que quand on là, n'a pas a eu Impact Basket, on a le temps d'aller en belle profondeur. Ouais. demi-heure. Et on va partir en pause et on va se retrouver juste après avec Manu d'envergure. Je le vois, il se prépare là, il redresse la casquette des Maple Leafs. On va le retrouver dans un petit instant. Allez, c'est parti pour la pause. Nous sommes en pause. Si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube de Choc FM. Activez la cloche pour ne rien manquer. Likez et commentez. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast en rediffusion sur toutes les plateformes. Le nom, c'est bien sûr Franco Raptors avec vous, Patrick Biznavi et Mike Laviole, toutes les semaines, les samedis, à partir de 13h sur Choc FM. Et nous sommes de retour avec cette petite musique. Alors pour les connaisseurs, ceux qui nous écoutent en France, vous aurez certainement reconnu, c'est le générique de tous les podcasts de nos collègues d'Envergure. Envergure, je vais laisser la parole justement à notre invité Manu qui va nous le présenter rapidement. D'abord, salut à toi Manu. Salut à vous deux et puis merci de l'invitation. C'est un plaisir de t'avoir. Quand j'ai appris que tu étais à Toronto, c'était obligé que tu passes par nos studios. Présente-nous un petit peu Envergure en quelques mots et toi ce que tu y fais. En quelques mots, c'est un podcast qu'on a créé en 2017. On était 5 co-créateurs à faire ça. Donc on parle des prospects, comme tu l'as dit au tout début de l'émission, des prospects NCAA globalement, mais de plus en plus aussi des prospects européens comme je vais parler de la France, on a beaucoup de Français qui commencent à percer dans le championnat professionnel en France. Donc c'est super intéressant de suivre ça. Et du coup, maintenant, on se déplace aussi quand on peut sur des tournois, donc les tournois FIBA, championnat d'Europe, championnat du monde, ou des tournois internationaux européens qui s'appellent la NGT. C'est un tournoi fait par l'Euroleague, la plus grosse ligue européenne de basket. Donc voilà, on prend de plus en plus de place avec notre équipe, donc c'est top. Et toi, quel est un peu ton domaine? Est-ce que tu as un type de joueur ou une zone géographique sur laquelle tu es plus spécialiste ou tu es de manière générale plus globale? Non, du tout. On est tous de façon globale. On regarde un peu tout le monde. On a forcément nos préférences de conférences ou de pays, de championnats, mais globalement, on regarde tout le monde. Super. Alors, on va parler avec toi des jeunes joueurs des Raptors. Il y en a beaucoup, comme je disais. Parfois, il y a des 5 sur le terrain avec 4 rookies. C'est assez exceptionnel. On a en plus Grady Dick qui est seulement en 2e année. Je voulais te demander, on va commencer avec Grady Dick d'ailleurs parce que c'est le joueur qui nous a impressionné le plus avec Patrick puisqu'on ne s'attendait pas à une telle éclosion, surtout après ce qu'il avait montré l'année dernière. Parfois, c'est le meilleur marqueur des Raptors. Jusqu'où peut-il aller selon toi? Comment tu évalues déjà sa progression? Jusqu'où peut-il aller selon toi? Certains parlent d'un potentiel All-Star. Est-ce qu'on peut l'imaginer jusque-là ou est-ce que tu vas un peu freiner nos ardeurs? En termes de prestations entre l'année 1 et l'année 2 cette saison, il y a une vraie progression. Moi, j'imaginais pas non plus qu'il aille si vite, qu'il progresse si vite. J'ai eu l'opportunité de le voir contre Denver sur place et il n'y avait pas Scotty Barnes, donc je pense qu'il a pu un peu se éclore de lui-même. Il n'y avait plus cette superstar qui tenait un peu le ballon. Il avait vraiment beaucoup plus de solutions, d'opportunités de tir. Et on a vu un joueur qui est au meilleur de sa performance avec une diversité de tirs qui était ultra impressionnante, qui finit à plus de 20 points. Ils perdent contre Denver, mais il m'a vraiment, vraiment impressionné sur ce match-là. Et je pense qu'à terme, c'est des prestations et des tirs qu'il fera de plus en plus, en fait. Et c'est ce rôle-là qu'il doit avoir dans le futur et qu'il faut qu'il maintienne ce niveau-là. Ouais, c'est ça qui nous a impressionné, Patrick, c'est que on s'attendait à un shooter. Alors l'évolution, elle est assez drôle. On s'attendait à un shooter. On nous a dit meilleur shooter de la draft. Au début, il arrive, il fait tout bien,
sauf ce tir à 3 points. Ouais. C'est compliqué pour lui, il va en G-League, c'est pas bien mieux. Par contre, retour de la fin de saison, le tir à 3 points commence à cliquer et il montre toujours ses tirs à mi-distance, sortie d'écran, curl et une finition au cercle plutôt intéressante, même si on ne l'avait pas trop vu encore l'année dernière. Mais par contre, cette année, on voit vraiment un scoreur, comme ils disent chez les spécialistes de prospects, aux 3 niveaux, quoi. Mi-distance, 3 points et au cercle. Et il défend aussi. Pas beaucoup, mais en tout cas, moi, il m'a beaucoup surpris parce qu'on l'avait annoncé comme shooter. Mais là, il arrive, il nous fait le truc complet. Même quand Yak a donc la balle à tête de raquette, il fait des cuts, il fait de bonnes passes et puis des gestes sous l'anneau que finalement, quand ça commence à aller aux 3 points, ça va être un joueur très complet. Mais je pense que l'année passée, justement, Darko avait dit qu'ils avaient un plan pour lui de conditionnement parce que physiquement, il avait joué seulement une saison au collège. Donc la saison NBA, c'est très dur. Donc, ils ont dû travailler physiquement et puis il a envoyé en G-League. Mais quand il est revenu, la dernière partie de la saison, on voyait ce qu'il pouvait dire. Mais comme Manu l'a dit, je ne m'attendais pas à ce que cette saison ce soit aussi explosif qu'on l'a vu depuis le début de la saison. Manu, est-ce qu'en NCAA, il y avait déjà ces traces d'un joueur complet, en fait, qui n'était pas simplement un shooter à 3 points? Beaucoup moins, parce qu'il était vraiment axé sur ce tir, qui est sa grande force dans son jeu. Moi, je le retrouve plus en high school, où j'ai eu l'opportunité de le voir un peu plus, où c'était, entre guillemets, la star de l'équipe. Du coup, il avait beaucoup de ballons. Il avait été l'option numéro 1 de son équipe. Du coup, on retrouvait tous ses drives, toute cette diversité au tir. Et là, c'est ce qu'on revoit de plus en plus, en fait. Et c'est super intéressant de le voir exister comme ça. Maintenant, pour moi, la clé, ça va être sa collaboration avec Scottie Barnes. Savoir comment ces deux-là vont pouvoir cohabiter pour emmener les Raptors le plus haut possible. Mais sur le papier, par contre, il y a une vraie complémentarité. C'est le joueur de mouvement typique qui peut créer de l'espace pour Scottie Barnes, qui ne va pas empêcher Scottie Barnes de driver, qui va emmener des défenseurs pour éviter les aides. C'est vraiment un profil très intéressant. Clairement. Maintenant, il sait qu'il n'aura jamais trop la balle en main comme il aurait pu l'avoir en high school, parce que Scottie, parce que d'autres joueurs aussi, mais il va falloir qu'il arrive quand même à se montrer dangereux, que ce soit face à des second units peut-être, mais voilà, à trouver ce rythme-là qui pourrait être performant sur tous les soirs, parce que maintenant, c'est plus le collège, il y a 82 matchs par saison, voire plus s'il y a les playoffs, donc il va falloir qu'il trouve ce rythme en fait. Ouais, c'est ça, et c'est ce que j'ai bien aimé hier, c'est que ce retour de blessure, malgré tout, il n'y a pas eu de temps de réadaptation. On l'a retrouvé vraiment comme on l'avait quitté. Oui, c'est ça, contre OKC, ouais, il a été. Moi, je pensais qu'on allait même la voir en conférence de presse parce qu'il a été parmi les joueurs qui ont le mieux joué hier, même si tout le monde. En plus, en étant en restriction de minutes, c'était plutôt pas mal. On va passer au profil suivant. C'est le joueur qui a été drafté le plus haut lors de la dernière draft côté Raptors. C'est Jacoby Walter. Donc lui, ça a été très compliqué pour lui puisqu'il n'a pas joué du training camp. Il s'est blessé. Il est revenu. C'était une blessure à l'épaule. Il s'est reblessé à l'épaule. Mais là, depuis son deuxième retour, c'est un peu comme Grady, sauf que lui, il nous a fait ça en plein milieu de la saison, c'est pas d'une saison à l'autre. Moi, j'avais prédit je sentais que physiquement, c'était un peu juste et je pensais qu'il allait avoir des difficultés un peu comme Grady Dick dû à son physique. Mais finalement, il nous montre de belles choses défensivement. Il a vraiment des longs bras et il sait les utiliser. On a l'impression, il compense parfois le fait de se faire rentrer dedans parce qu'il est un peu mince par vraiment cette aptitude avec ses bras. Et puis offensivement, on en avait déjà parlé quand Non, c'est pas toi qui nous l'avais présenté parce qu'on ne l'envisageait pas du côté de la draft, il devait être plus haut. Si j'en avais parlé avec ton collègue Hugues, qui nous avait dit sa capacité à créer des fautes vraiment à mi-distance sur des tirs, c'est même pas au cercle. Et c'est vrai qu'il a vraiment cette capacité-là. Et lui aussi, c'est un peu un shooter en mouvement. Le 3, pour l'instant, ça tombe pas dedans. Toi, qu'est-ce que tu as vu un petit peu de Jacoby Walter? Il n'y a pas eu énormément de matchs jusque-là, mais qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que tu as vu jusque-là? Je retrouve le joueur qui était à Baylor, en fait, ce joueur capable de tirer, d'aller au cercle, même si je retrouve aussi les mêmes limites qu'il avait en collège. C'est que ce tir n'est pas encore trop fixé. Il avait commencé exceptionnellement bien en collège. Donc on s'est dit, waouh, mais qui est ce monsieur? Et au fur et à mesure de la saison, les pourcentages ont baissé et on avait remarqué aussi qu'il allait beaucoup moins au cercle alors qu'il avait la possibilité d'y aller. Et là, je retrouve ce même joueur-là, qui a encore un peu ses limites, là, alors qu'on pense qu'il est capable de le faire. Peut-être qu'il y a ce physique,
moi, je le trouve encore un peu frêle. Je pense Ouais, il est frêle. il va devoir rajouter un petit peu de kilos pour avoir encore plus d'importance et de réussite près du cercle pour tenir les contacts, parce que c'est super important qu'ils deviennent en sorte physiquement, pour que les gens aient quelque chose en tête, une sorte de RJ Barrett en fait, quelque chose comme ça, pour justement tenir ces contacts-là, que ce soit dans ses drives, que ce soit sous le panier, pour vraiment marquer des points. Moi, je trouve que c'est une bonne description. Et puis, moi, quand je l'observe, il a pas peur. C'est ça. Il est ouvert, il va prendre le tir. Carrément, et puis il entre. Hier, il y avait quelques occasions à mi-distance, il était seul. Il y avait personne qui défendait contre lui, mais il fallait qu'il les mette. Mais on voit qu'il est à l'aise. C'est comme si Darko lui a dit, OK, si tu es ouvert, vas-y, prends le tir. Et ça, c'est bien pour un rookie d'avoir cette confiance en soi, de se dire, oui, le coach m'a donné la permission de tirer, je vais tirer. Moi, je le trouve vraiment à l'aise. Et puis le fait qu'il peut naviguer entre les Raptors et 905, ça quand même, ça aide pour son développement. Parce qu'il n'a pas eu le temps de se préparer à un training camp comme les autres, comme tu l'as dit, avec sa blessure. Mais je trouve qu'il est à l'aise. S'il est à l'aise dans le système, il prend, lorsqu'il est ouvert, on lui donne la passe, il va tirer. Il va peut-être mettre le tir ou pas, mais il ne va pas hésiter. Ouais, et puis moi, ce que je remarque, c'est que c'est un joueur intelligent. Il est à l'aise parce qu'il comprend le jeu, en fait. Et il m'a également étonné sur son playmaking. Il a déjà fait 1 ou 2 matchs à 5 passes, 4 passes, 5 passes. Vraiment, il prend les tirs qu'il doit prendre. Mais il est aussi capable de voir certaines fois où c'est pas à lui de prendre le tir et de trouver le joueur ouvert. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Manu, est-ce qu'il avait déjà ce potentiel de playmaking, ou ça, c'est un peu quelque chose qu'on découvre? C'est plus qu'on découvre, enfin, de cette façon-là, en tout cas, il avait toujours plus ou moins eu ce côté connecteur, nous, quand Ok. on appelle, c'est vraiment faire la bonne passe, pas forcément la passe C'est ça. exceptionnelle à C'est la pas du Melo Ball, mais Playmaking, c'est voilà, du c'est connecteur. la passe intelligente, en fait, qui va être plus ou moins simple à faire. Donc c'est extra passe avec du high-low, c'est ce genre de passe plus ou moins simple, mais qu'il faut voir et qu'il faut réussir à faire. C'est aussi autre chose. Et ça, il a toujours été capable de le faire. Ok, très intéressant, ouais. C'est vrai, c'est plus de la connexion que c'est pas vraiment lui qui va créer parce qu'il est dans une action. C'est comme Jakob Poeltl, c'est plus un connecteur qu'un passeur. Ouais. Il va faire du short roll, il va voir le bon joueur qui est Et je démarqué. trouve qu'il n'a pas, aussi en termes de perte de balle, il gère bien la balle. C'est ça, c'est que ouais. c'est toujours des Ouais. bonnes décisions la plupart du temps. C'est ça. Il y a quelques pertes de balles parce que c'est la mode chez les Raptors, mais Ouais. faut en perdre un certain nombre à la fin du match. Mais, non, mais plus sérieusement, c'est vrai moi je trouve qu'il a une vraie intelligence de jeu et c'est vraiment encourageant parce que en fait, il est que dans son tout début de carrière. Ouais, donc, c'est ça. et puis il est jeune, il est très jeune, donc Ouais. ça c'est super. On va passer à Jonathan Mobo. Alors moi, c'est l'un de mes chouchous. Franchement, l'impact défensif. Alors là, pour le coup, on en avait discuté avec Manu dans mon ancien podcast et je retrouve exactement le joueur qu'il m'avait décrit. Manu, jusqu'où peut aller Jonathan Mobo et quelles sont un peu les clés de sa réussite future? C'est clé de réussite pour moi déjà, c'est le contexte. Le contexte Raptors est pour moi l'un des meilleurs NBA. Il est dans le top 3. Ça va être un coaching staff incroyable, cette possibilité de naviguer avec la G-League aussi. On a vu le travail par le passé sur des joueurs comme Pascal Siakam. On se n'imaginait absolument pas à la sortie de San Diego State qu'il allait devenir un joueur comme ça. Et pour ça, je pense que les Raptors travaillent superbement bien et je pense qu'il va avoir une progression linéaire vers le haut, ce Jonathan Mobo, parce que c'est un garçon qui connaît très très bien son rôle, il connaît ses capacités, il connaît ses faiblesses, et je pense qu'il va et c'est quelqu'un qui est, nous, ce qu'on dit, plug and play, qui va être possible dans une rotation dès ses premiers matchs. Et on le voit très bien cette année. Il a d'ailleurs fait un match assez incroyable contre les Sixers en début de saison, où jamais on imagine qu'il va faire une prestation comme ça si tôt en fait dans le jeu. Mais non, franchement, vraiment aussi impressionné de cette capacité à être si bon, si vite. Est-ce que on doit le cantonner dans un rôle de small ball 5 ou tu vois une évolution possible? On sait que les Raptors le font travailler sur son tir à 3 points. Il en a déjà, j'ai lu une stat, il avait pris que 2 tirs à 3 points dans toute sa carrière NCAA. Il en a déjà pris 15. Je crois qu'il en a mis 3 ou 4. Ouais. Je sais plus. Bon, c'est pas des pourcentages fous, mais en tout cas, il les prend. Est-ce que son avenir, c'est plus poste 4 qui peut un peu tirer de loin, même si ça sera pas sa grande spécialité, mais qui devienne quand même un peu une menace, tu vois? Ou est-ce que pour toi, son avenir, c'est quand même le small ball 5? Je partirais sur le 5, mais il peut être très bien par séquence un stretch 5 en ajoutant ce tir, parce que je pense qu'il doit rester sous le cercle par sa capacité à protéger le cercle de façon générale. C'est pas un très grand contreur, mais il protège très bien le cercle de par son standing wedge et son envergure. Sa présence change l'attaque.
change la décision de shoot de l'adversaire. Et donc je pense que ça c'est une de ses principales qualités en défense. Donc je pense qu'il faut qu'il reste ancré sous le panier, pas trop s'écarter pas à l'aventure, mais presque. Oui, et puis en plus, c'est un excellent rebondeur. On le voit déjà, Ah ouais, rebond très offensif, physique, ouais. rebond défensif. Lui, il n'y a pas de problème d'adaptation au physique de la NBA. Et en plus, il n'est pas si grand que ça, mais franchement, il box out bien, il prend les rebonds. Et puis cette capacité de partir en contre-attaque, ça, on aime bien dans la NBA moderne. L'intérieur capable de prendre le ballon. Et il n'y a pas de passe, c'est directement lui qui file. Il va prendre le ballon, ouais. Et donc, du coup, Patrick, c'est pas une recrue juste parce que c'est le meilleur ami de Scottie C'est Barnes. ça qu'on disait, on l'a pas recruté parce que c'est le meilleur ami de Scottie Barnes, il le mérite vraiment. Et puis je pense qu'il profite de l'absence de Kelly Olynyk, le fait que Kelly Olynyk ne soit pas là et que il soit le remplaçant de Yak. Et puis il est très physique. Et puis même si les 3 points c'est pas sa spécialité, il a quand même un bon tir. Quand il lâche le ballon, tu vois qu'il n'est pas en train de forcer, il est ouvert, il va le prendre. Donc ça, c'est quelque chose qui peut développer dans le temps. Mais j'aime bien, il est physique, il se bat, il va au rebond. Et puis, il a fait aussi des steals. Donc tu vois, vraiment dans le système d'Arco, il va vraiment se retrouver. Et en plus, il est jeune. Donc c'est vraiment un joueur à développer. Donc on a quand même un bon potentiel avec lui. Ouais, on va le suivre de très près. Moi, j'aime beaucoup cette capacité à défendre quasiment sur tout le monde. Et il a déjà fait des grosses défenses contre des gros joueurs, avec des interceptions dans les mains, des choses comme ça. En parlant de grosses défenses et d'interceptions, on va parler de Jamal Shead. Un bon début de saison pour lui, il nous a vraiment étonnés, notamment offensivement, peut-être où on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi productif, notamment dans le jeu en pénétration. Il avait fait quelques créations balle en main aussi au niveau de la passe. C'est un petit peu plus compliqué pour lui. Surtout, j'ai l'impression qu'il force un peu trop défensivement. Il veut trop mettre la pression. Il commet pas mal de fautes. Qu'est-ce que tu as vu, toi, Manu, par rapport à Jamal Shead? Et ma question par rapport à lui, c'est est-ce qu'il peut se développer davantage offensivement? Alors, ce que j'ai vu, c'est un joueur que je voyais déjà à Houston, au collège. Gros défenseur, mais encore inconsistant en attaque, malheureusement. C'est vraiment ce point-là qu'il faut qu'il travaille pour garder ses minutes, voire les augmenter. Et ta deuxième question, pardon. C'était la deuxième question. La première question, c'est... Non, qu'est-ce que tu as vu? La deuxième question, est-ce qu'il peut se développer davantage en attaque, justement? Là, j'ai un peu plus de mal parce que Ouais. c'est un joueur qui est déjà assez âgé, entre guillemets. Dans le monde du scouting, il est âgé. Mais parce qu'il a pas trop de qualité, finalement. Il est très bon en défense, mais globalement, c'est tout. Et puis la taille aussi. La taille est un gros point faible. Effectivement, il a 6 pieds, donc ça fait un 88, un 85, quelque chose comme ça. Donc c'est assez impactant quand on voit que les meneurs sont de plus en plus grands dans toute la ligue, dans toutes les équipes. Donc effectivement, même s'il est bon défensivement, à un moment ça pêche parce qu'il est face à des athlètes qui sont autre chose que ce qu'il était en collège. Exactement, et moi je vais faire le parallèle en fait avec Davion Mitchell, c'est un petit peu la même chose. C'est 2 gros défenseurs qui ont du mal à apporter en attaque. Et quand tu as les 2 dans la rotation, on l'avait noté sur certains matchs, tu as 3 points apportés par tes meneurs de jeu. Ouais. Dans le basket actuel, c'est juste impossible. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu doublon. Est-ce que Davion Mitchell est amené à ne pas rester à Toronto et qu'ils envisagent plus Jamal Shead? Ou est-ce qu'au final, au bout d'un moment, ils vont voir que Jamal Shead n'arrive pas à se développer assez offensivement pour toutes les limitations dont Manu a parlé et que finalement... ça restera un joueur qui a fait un bon passage défensif mais qui n'ira pas plus loin. On voit qu'il développe un peu un tir à 3 points, mais ça reste inconstant aussi. Mais en tout cas, ce qu'on voit depuis le début de saison, c'est que Darko, il donne carte blanche. Ouais. Quand tu es ouvert, tu tires. Donc ça fait partie du développement. Après, c'est ça, c'est sur 2-3 ans. Les joueurs qui seront capables de step up resteront. On a vu Ochai de l'année dernière à aujourd'hui. Je pense que ça va être la même problématique pour Jamal Shead. Et même pour Davion Mitchell qui doit, selon moi, apporter beaucoup plus en attaque s'il veut... Oui, oui. Mais ce que on peut compter sur Jamal Shead et puis Mitchell, c'est l'effort. Là, il n'y a vraiment rien à faire. Quand ils sont sur le terrain, là, ils vont mettre le 100%. Mais des fois, un peu plus parce qu'ils commettent des fautes ou bien ils perdent des ballons comme ça. Mais sinon, l'effort, c'est toujours... c'est leur talent, parce que sans ça, ils ne vont même pas jouer en NBA à cause de leur taille, mais l'effort est là. Mais en termes d'apport offensif, ils peuvent faire un match à 0 points carrément. Mais je pense qu'ils ont compris leur rôle aussi, comme disait Manu. Leur rôle, c'est de faire un drive et de kick la passe à l'extérieur. Mais leur rôle, c'est pas vraiment de prendre des shoots. Mais tu vois, même quand on regarde le match, chaque fois qu'ils shootent, pourquoi ils ont fait ça? Mais des fois, ils les mettent, mais c'est pas vraiment
le rôle de marquer 10-15 points. Davion Voilà. Mitchell est plus avancé à ce niveau-là, ça reste une plus grosse menace offensive que Chet. Mais le problème, c'est que drive and kick, pour être efficace, il faut que le joueur soit une menace dans le drive. Ah, c'est Parce ça. que sinon, il ne va pas resserrer la défense sur lui. Donc, ça reste compliqué. Il faut qu'ils arrivent à. Davion Mitchell le fait par séquence terminée au cercle. Il le fait plutôt. Des fois, quand il a envie, il se met là-dedans, il le fait. Jamal Chet, c'est plus du flotteur et tout. Bon, il était en réussite au début de saison, donc c'était efficace, mais ouais, manque de consistance. Mais après, c'est un rookie. On va voir. C'est Ouais. qu'un 40 et quelques choix de draft. Donc, en soi, Ouais, c'est. c'est ça. C'est un pari, de toute façon, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, en soi, c'est pas bien grave. On va finir avec Jamison Battle et je crois qu'on sera obligé de faire un zoom un petit peu plus tard sur le top 5 de la draft de Manu parce que on va arriver à déjà 50 minutes d'émission. Ouais. Donc, Manu va terminer avec Jamison Battle qui est pour nous une grande surprise, mais peut-être pas autant que ça une surprise pour toi puisque tu m'en as parlé. Il fait exactement ce que tu l'avais vu déjà faire. Mais exactement, en discutant, en fait, j'avais perdu un peu son nom, mais plutôt son visage, parce qu'il avait plus de la même coiffure. Mais en recherchant son nom dans notre groupe chat en virgule, je vois qu'on avait discuté, et en fait, on avait coché son nom depuis quelques temps. Et en fait, il fait la même chose que l'année dernière avec Ohio State. C'est ce joueur qui apporte du shooting en polyvalence, sortie d'écran, catch and shoot, super important. Donc, là, il refait ça. Donc, c'est peut-être quelqu'un qu'on n'attendait pas si bon tout de suite ou avec le nombre de minutes qu'il a parce que les Raptors ont une idée en tête pour cette saison, vous en avez parlé un peu tout à l'heure. Je pense que c'est globalement pour ça qu'il joue beaucoup par rapport aux envies des Raptors, mais il fait ce qu'il sait faire et il le fait bien. Oui, il aura du mal parce que c'est un two-way. Donc, il aura du mal à rester parce qu'ils ont un nombre de matchs limité qu'ils peuvent jouer en l'équipe première. Je pense qu'ils vont lui offrir un contrat parce qu'il est bon. Il a joué tous les matchs. Il a joué tous les matchs, il est bon, il est ouvert, il prend le tir. Il y a de fortes chances qu'il va le marquer, ces tirs à 3 points. Moi, je trouve qu'il mérite sa place et puis on lui donne du temps. Et puis, chaque fois qu'il est ouvert, il va prendre son tir. Et des fois, beaucoup de fois, il va marquer. Donc, je m'attends à ce qu'il signe un contrat NBA carrément parce que des fois, les Raptors ont besoin de lui. Et puis, quand il est avec Scottie, avec la deuxième second unit, il joue bien. Il joue vraiment très bien. Il apporte ce spacing nécessaire parce que on le voit dès maintenant, c'est un joueur qui a été repéré dans les scouting reports et on ne va pas le laisser tout seul. Parce que lui, dès ses débuts en NBA, ce qu'il a fait, c'est tirer et il le fait bien. Par contre, Manu, selon toi, là, les Raptors sont en développement, donc oui, il a beaucoup de temps de jeu, mais ce genre de profil, pour exister dans une rotation d'une équipe qui est compétitive, qu'est-ce qu'il doit faire ? Plus de choses. Globalement, c'est plus de choses. Tu peux pas exister en n'ayant qu'une seule caractéristique dans le jeu. Lui, c'est le tir. Il faut être plus dangereux. On l'a vu notamment contre KC où il a fait un peu sur du close-out, attaquer le panier. Ça, il faut qu'il le fasse de plus en plus pour justement attaquer, que les défenses le lisent mieux et lui va pouvoir profiter de ça. Mais autrement, s'il n'arrive pas à développer tout ça, je pense que ce sera compliqué. Notamment, c'est pas un grand défenseur. C'est compliqué de ce niveau-là. Donc, si en plus il est négatif en défense et ciblé, ça peut être très compliqué en termes de minutes dans une vraie équipe en tout cas. C'est ça. C'était ma dernière question justement pour finir sur Jamison Battle parce qu'on le voit parfois en difficulté avec le physique de la NBA. Est-ce que en NCAA, il était déjà étiqueté défenseur faible ou moyen? Ou est-ce que ça peut être un temps d'adaptation physique et il peut être, je dis pas positif, mais au moins neutre, ce qu'on attend d'un joueur pour qu'il reste sur le terrain, surtout les shooters comme ça? Non, il avait toujours eu cette étiquette-là et derrière lui, notamment au Ohio State, il avait quelqu'un qui est Félix Oxpara, qu'on va sûrement entendre dans la draft l'année prochaine, qui était un futur bon backup NBA. Du coup, lui était un peu l'option de sécurité en fait. Je me fais passer, bon, c'est pas trop grave, je sais qu'il est derrière et qu'il va pouvoir contrer et gêner. Et du coup, il n'a pas forcément été très très bon défenseur non plus. Enfin, nous, en tout cas, il nous a pop-up par son tir, par cette attaque. Je vois qu'il fait pareil à Toronto. Hein. C'est ça. C'est ce que j'avais mis sur notre conducteur. Pas une si grande surprise, puisque au final, si on avait suivi la NCAA comme Manu, on aurait retrouvé exactement le même joueur. Mais après, c'est toujours compliqué d'avoir la même adresse à 3 points en NBA et en NCAA. On a vu plein de joueurs pour qui ça ne translate pas. Lui, c'est le cas. Tant mieux pour lui. On va voir jusqu'où il peut aller. Mais pareil, c'est un joueur qui n'a pas été drafté, qui n'était même pas sous contrat two-way avant le début du training camp, puisque c'était Brandon Carlson qui a joué hier. Il a réussi à garder sa place
à prendre la place de Brandon Carlson, à obtenir ce two-way. Et comme dit Manu, s'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont quelque chose derrière la tête avec lui. Et ça se vérifie puisqu'il a joué tous les matchs. Il a joué plus de matchs que tous les autres rookies. Puisque les autres ont été soit blessés, soit sur certains matchs, Mobo n'avait pas été utilisé. Donc très intéressant. On va continuer à suivre tout ça et on va s'arrêter là-dessus. Ouais. C'était une deuxième partie très complète avec Manu. En tout cas, merci à toi Manu. J'espère que tu as passé un bon séjour à Toronto. Qu'est-ce que tu vas retenir de ce passage en dehors du froid? Le froid. Le froid et le vent qui fait encore plus Ouais, froid. c'est ça. Mais tu pars avec la casquette Toronto, donc Voilà. c'est bon. Mais ville très agréable, très cosmopolite. Donc ça change de l'Europe. C'était un très bon séjour. Super. Eh bien, on va se quitter là-dessus. Merci à toi Patrick. Merci beaucoup, Mike. Merci à tout le monde qui nous a suivis. Donc, à la prochaine. À la prochaine. Et comme on dit toujours quand on se quitte, Let's go Raptors! let's go Raptors.